Avec Yannick Béjot, le chef du service neurologie au CHU de Dijon, vous nous le disiez fort justement il y a quelques minutes, une baisse de mémoire, c'est pas forcément pathologique, ça s'est fait pour nous rassurer. Mais est-ce que comme on le ferait finalement pour un muscle de son corps, il faut stimuler son cerveau pour entretenir sa mémoire, professeur Yannick Béjot? Tout à fait, vous l'avez bien dit, c'est le cerveau peut être assimilé à quelque part à un organe, c'est un organe, et comme un muscle, il faut l'entretenir. Alors, il faut l'entretenir d'un point de vue psychique et d'un point de vue cognitif en faisant des exercices, différents exercices, surtout des relations sociales. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est le fait des interactions qu'on peut avoir les uns et les autres. Le fait d'avoir des interactions avec des gens stimule le cerveau, et c'est sans doute le point clé pour garder une bonne mémoire. Bon, on va essayer de se stimuler tous ensemble avec plein de questions autour de la mémoire. Mais d'abord, quelques images. Il existe plusieurs types de mémoire. La preuve en couleur, regardez. Oh, je me souviens plus encore où j'ai garé ma voiture. Eh ben moi j'avais complètement oublié que t'avais le permis. La mémoire vous joue des tours, oui, mais laquelle? Aujourd'hui, les neurosciences distinguent 5 types de mémoire. La mémoire perceptive, qui imprime dans notre esprit les sons, les images et les autres sensations. La mémoire de travail, qui retient les informations le temps qu'elles nous servent pour exécuter une tâche. Par exemple, mémoriser un numéro de téléphone, le temps de le composer ou de le noter. La mémoire procédurale, qui nous permet d'exécuter une suite de gestes de façon automatique. Grâce à cette mémoire, on marche, on fait du vélo sans y penser. Il faut compter aussi avec la mémoire sémantique, notre dictionnaire interne, c'est nos savoirs, notre culture. Et enfin, la mémoire épisodique, autrement dit, nos souvenirs, les événements de notre vie. Contrairement à ce qu'on croit souvent, en vieillissant, notre mémoire ne faiblit pas. En fait, avec l'âge, c'est notre faculté d'attention et donc de concentration qui diminue. Si vous ne voulez pas avoir la mémoire qui flanche de trop, eh bien c'est tout bête. Il faut la faire travailler, faire de bons gros dodos, c'est pendant le sommeil que le stockage et le tri s'effectuent, et éviter le stress, l'alcool, les drogues et autres méchants perturbateurs. C'est bien mémorisé. Alors, je reviens sur les perturbateurs parce que j'ai envie de vous demander finalement quels sont les autres éléments perturbateurs de notre mémoire, professeur Yannick Béjot. Il y a beaucoup d'éléments perturbateurs. Ça a été dit, le stress, c'est sans doute l'élément majeur. Au-delà du stress, même la dépression, les gens souffrant de dépression vont se plaindre de leur mémoire. Et puis on le dit pas assez, il y a aussi des perturbateurs physiques tels que la douleur. Si vous avez une douleur chronique, par exemple un mal de dos chronique, vous aurez du mal à apprendre vos leçons. C'est logique puisque votre système attentionnel va être perturbé. Pour bien qu'on soit d'accord, dans la logique justement, la mémoire c'est finalement là où on stocke les souvenirs, c'est ça? Pas que, on stocke des souvenirs, mais également des procédures. C'est la mémoire procédurale qui a été présentée, par exemple. J'oublie pas de faire du vélo. Voilà, savoir marcher, faire du foot, on ne sait pas forcément quand on l'a appris, mais on l'a appris. Et tout ça, c'est des choses qui sont stockées dans différentes régions du cerveau et qui sont réactivées lorsqu'on en a besoin. Qu'est-ce qui conditionne la bonne mémoire, si j'ose dire, même si on a bien compris ce qui pouvait poser problème? On parlait d'alcool, de stress, de sommeil. À l'inverse, il y a peut-être des choses qui nous favorisent. Alors premièrement, le niveau éducatif, le fait d'avoir suivi des études augmente la probabilité d'avoir une bonne mémoire. Ensuite, l'entretien de ce niveau, la lecture, les mots croisés peuvent être utiles. Et on l'oublie aussi, l'exercice physique. Il a été montré que lorsqu'on fait de l'exercice physique, le cerveau va sécréter tout un tas de molécules qui vont permettre de favoriser l'apprentissage et la mémorisation. Allez, je vous propose d'écouter une question laissée sur notre numéro vert, le 0800 5 383 383, un petit selfie de Martine. On vous écoute, Martine. Vous avez sûrement été comme moi à regarder 4-5 fois votre ticket de train pour connaître votre numéro de place ou le quai. Vous avez peut-être été lors de soirées présenté à des personnes dont vous avez complètement zappé le nom alors qu'il vient se présenter à vous et discuter avec vous. Ou encore vous arrivez dans un endroit en disant « mais qu'est-ce que je suis venu chercher ?» Ça c'est la mémoire immédiate. Alors ma question ce serait comment on peut améliorer notre mémoire immédiate parce qu'on sait qu'elle est très importante après dans le cadre de nos apprentissages et donc du passage de la mémoire à long terme. Merci Martine pour votre question. Alors on se sent tous concernés, je ne sais pas, Eric, Olivier, certainement, ça nous est tous arrivé ça. Est-ce qu'il y a des astuces pour booster notre mémoire immédiate, Yannick ? Alors oui, il y a un certain nombre d'astuces, c'est-à-dire se mettre déjà dans une condition attentionnelle la plus propice. Ça veut dire? Ça veut dire d'éviter, par exemple, d'essayer d'apprendre quelque chose en écoutant de la musique et en mettant en même temps la télévision, par exemple. Il faut essayer d'être monotâche, se concentrer sur la tâche qui nous est importante de manière à mémoriser les choses. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a
pas forcément besoin de garder tout en mémoire. L'exemple pris du numéro de place du train, c'est pas quelque chose d'essentiel et notre mémoire de travail va nous servir à pouvoir se mettre à cette place, mais on n'a pas intérêt à le garder en mémoire pendant ensuite plusieurs années. Donc c'est aussi un travail que fait la mémoire de sélectionner les choses importantes des choses moins importantes. Oui, la mémoire humaine n'est pas une mémoire ordinateur. Non, elle va faire un certain nombre de sélections avec différents processus, notamment émotionnels. Si quelque chose nous paraît important, a suscité en nous une émotion, on va être en capacité de le stocker davantage que si c'est quelque chose de totalement anodin dont on se fiche royalement. Très bien. Olivier, je me sens très attentif. Eric aussi. Vous brûlez d'envie de poser une question, Eric. C'est vrai que la mémoire chez nos enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage et d'autisme, forcément, c'est quelque chose qui est important, puisqu'ils ont une mémoire qui est plutôt différente de la nôtre. Et c'est très compliqué en tant que parent de savoir quel est le type de mémoire de nos enfants, puisqu'ils ne fonctionnent pas du tout comme nous au niveau du champ ils sont dans un cognitif. autre monde. Voilà, donc c'est sûr que nos concepts sont basés sur la mémoire chez les patients qui n'ont pas de troubles autistiques. Et nous, on s'occupe avant tout des patients qui présentent des maladies dégénératives. Et c'est sûr que les concepts sont totalement différents chez l'enfant présentant un autisme, où sans doute les centres d'intérêt sont différents et la sélection de la mémoire va être différente également. Aurions des idées reçues, on entend souvent dire, quand on vieillit, on perd la mémoire. Alors, info, intox, professeur Yannick Béjean. Alors, il y a un petit déclin qui peut se faire, mais ça a été également précisé, c'est pas forcément sur les capacités de stocker l'info, mais c'est les capacités d'aller les rechercher, par exemple, des stratégies pour aller rechercher l'info. Et puis les troubles de l'attention liés à l'âge, pas que à l'âge physiologique, mais aussi avec l'âge, on va prendre des médicaments, par exemple, et certains médicaments vont altérer nos capacités à pouvoir stocker des nouvelles informations. Donc finalement, c'est un cortège de situations liées à l'âge qui vont pouvoir avoir un impact, mais il faut faire la différence entre le petit déclin lié à l'âge et le côté pathologique lié à une maladie. Et c'est là tout l'intérêt de consulter en cas de difficulté de mémoire devenant significative. Quand vous dites consulter, il existe des consultations mémoire. Alors là, effectivement, on rentre dans un autre processus, on l'a bien compris, on est dans un processus pathologique. C'est bien différent de ceux dont on parle aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord. Il ne s'agit pas de parler d'Alzheimer, mais on a tous ça derrière la tête. Oui, c'est sûr qu'à partir du moment où vous détectez une difficulté de mémoire qui est récurrente et qui a un impact, il faut en parler à votre médecin généraliste pour qu'il puisse vous orienter vers une consultation spécialisée. Mais la plupart du temps, il faut quand même reconnaître que les troubles de mémoire légers qu'on peut tous rencontrer à différents moments de sa vie notamment, sont non pathologiques et nécessitent simplement une certaine attention, une certaine surveillance. Allez, je vais garder votre attention pour une nouvelle question au 0805 383 383. Bonjour, quelle est votre question ? Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis enseignante depuis 22 ans. Dans mon métier, je travaille avec différents types de mémoire et je souhaiterais savoir comment reconnaître la mémoire visuelle et auditive de mes élèves et si une mémoire est plus efficace qu'une autre pour retenir et travailler dans le temps. Alors, double question, finalement. Alors déjà, merci Véronique, et clin d'œil aux enseignants quand même. C'est très sympa à eux de nous laisser des questions. Comment reconnaître la mémoire auditive et visuelle pour ces élèves, et existe-t-il une méthode pour aider les élèves à mieux retenir ce que dit la prof, par exemple, ou le prof? Alors je me sens un peu dubitatif parce que c'est vrai qu'on est tous à se dire waouh, s'il existait une méthode, ça serait top. Mais bon, peut-être qu'il y a des astuces, des choses particulières. Malheureusement, c'est assez compliqué. Alors, ce qu'on sait, c'est quand même souvent le processus de mémoire est chez un même élève assez proche, que ce soit sur le versant verbal, auditif, ou sur le versant visuel. Il y a différents tests qui permettent de tester la mémoire avec des reconnaissances d'images versus des reconnaissances de mots qui vont être donnés oralement. Et pour les stimuler, malheureusement, c'est avant tout de capter l'attention de l'élève. C'est essayer de le focaliser au cours de l'apprentissage en créant une atmosphère bienveillante et en essayant de le focaliser sur l'apprentissage en cours et éviter, encore une fois, la dispersion, les troubles attentionnels qui sont sans doute le facteur majeur qui peuvent gêner l'apprentissage au jour le jour chez les élèves lambda, j'ai envie de dire. On associe souvent des souvenirs aux émotions, aux odeurs aussi, par exemple. C'est normal, ça ? Clairement. L'état émotionnel au moment où on va apprendre une information, une nouvelle information, va conditionner son ancrage durable au sein de notre mémoire. L'exemple typique qu'on fait dans nos tests, c'est demander qu'est-ce que vous faisiez
est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le jour des attentats du 11 septembre 2001 D'accord. On est quasiment tous capables de se dire qu'est-ce qu'on faisait au moment où on a appris ça. Pourquoi? Parce que la charge émotionnelle était tellement importante qu'on a gardé en mémoire cet épisode. Parfait. Si vous n'avez pas tout compris, je vous conseille le replay sur france3.fr parce que voilà, c'était on ne peut plus clair. On rappelle quand même que faire un exercice physique régulier, ça permet d'entretenir sa mémoire. Tout à fait, ça a été vraiment démontré par la sécrétion de substances cérébrales. On favorise les connexions cérébrales et donc l'exercice mental, oui, mais l'exercice physique également. Oui, ça veut dire que grâce au sport, le cerveau, là on en voit un, il est mieux oxygéné, il entretient nos neurones, pour parler vulgairement. Moi je ne suis pas médecin, mais voilà, on ne fait pas le magazine de la santé. Dans des mots clairs, on peut dire ça? C'est ça, on peut le dire comme ça. L'oxygénation cérébrale au cours de l'exercice physique va favoriser tout ça, puis va aussi limiter votre risque vasculaire, cérébral notamment, qui est une des causes de troubles de la mémoire. Allez, si vous aussi, comme Martine tout à l'heure, ou d'autres, vous souhaitez poser une question, je vais tout de suite vous donner le numéro de téléphone. C'est un numéro vert gratuit. Regardez, il va s'afficher pour chez vous, le 0805 383 383 et le Facebook de France 3, les matins.